Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias De Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée « Sourire », a été réalisée le 24 mars 2021. Souris. J'y ai pensé aujourd'hui en riant, et l'une des choses dont nous parlions, c'est que pour beaucoup de personnes issues du monde spirituel, rire semble être en contradiction avec le sérieux avec lequel il faudrait aborder les concepts transcendantaux et spirituels. Solennité. Exactement, c'est le mot qui définit souvent ce genre de schéma. Il y a tellement d'idées préconçues sur ce qu'est la spiritualité que beaucoup considèrent que vivre en tant qu'humain et agir comme un humain ordinaire, ce n'est pas être spirituel, et que c'est montrer que l'on est décentré, éloigné de son centre. Pourquoi considère-t-on le spirituel comme quelque chose qui doit être solennel? Parce que solemins est un concept latin qui vient des mots solus, complet, et annus, année, ce qui fait référence aux cérémonies ou liturgies religieuses, quelles qu'elles soient, qui étaient célébrées une fois par an et considérées comme un concept global. Une cérémonie solennelle devait être quelque chose qui s'étendait sur une année entière, liée à la routine, à la constance et au dogme. Les personnes issues de traditions religieuses considèrent la spiritualité comme une forme d'illumination, un chemin qui doit suivre certaines routines avec des règles spécifiques, ce qui se traduit par la solennité. Ah, je comprends. C'est une question de culture, de tradition, de pensée. Et qu'en est-il de la spiritualité? La spiritualité n'est pas religieuse, elle est libre. C'est la respiration, c'est individuel, c'est propre et expansif. Elle embrasse toute existence comme l'oxygène qui entre à chaque inspiration et ne juge pas. Il respire tout, se nourrissant de chaque vision, la transformant en lui-même. Pour cette raison, il n'y a qu'une seule chose qui caractérise le dogme spirituel. Quelle chose? Le sourire. Lorsque tu oses sourire au monde avec la plus grande sincérité, tu rayonnes de ta spiritualité. Quelle est la différence avec le rire? Le mot rire, dans les langues romanes, trouve son origine dans le mot risus, participe de ridere, qui signifie avoir ri, décrivant quelque chose qui s'exprime avec intensité. Et dans l'Antiquité, on distinguait deux concepts. Briller, du grec gélao, ou kata gélao, briller vers le bas. Le premier fait référence à l'idée de ressentir le rire à l'intérieur, de manière saine, tandis que le second cas évoque le fait de se moquer des autres. Dans les langues saxonnes, laugh vient de klek, qui signifie crier. Le rire est un cri qui impulse, ce qui le relie aux concepts les plus connus et les plus négatifs, qui se rattachent érisoire, issu de erideo, se moquer de quelqu'un, et ridicule, quelque chose de stupide, objet de moquerie. Cela a conduit à interpréter historiquement le rire comme une arme pour nuire aux autres, pour attaquer. Ce n'est pas le cas du sourire, qui provient de l'étymologie sub et ridere, c'est-à-dire rire par-dessous, ou, en d'autres termes, ne pas crier, mais quelque chose exprimé avec douceur et calme, en silence. Mais l'histoire du rire n'est pas humaine. Un nom? Elle provient de tous les primates, et elle est davantage liée à l'origine klek, crier. Le rire était un cri de défense et de guerre. Oh mon Dieu, vraiment? On riait pour se battre? C'est exact. Le rire est un spasme du système respiratoire déclenché par la zone cérébrale qui gère les émotions. L'amygdale, chargée de gérer les enregistrements neuronaux
des réactions émotionnelles, et l'hippocampe, zone cérébrale liée à la mémoire et à la localisation spatiale. La réaction la plus ancienne consistait à produire des bruits pour faire fuir les ennemis et les dangers potentiels au sein des groupes. Ce cri d'alerte et de défense face à un danger mobilisait les autres, qui imitaient ce cri pour faire plus de bruit et ainsi effrayer les prédateurs. Ça me fait penser aux singes qui crient dans les arbres et qui se mettent tous à crier sans arrêt. Est-ce pour cela qu'on dit que le rire est contagieux? C'est exact. Notre cerveau conserve l'information selon laquelle rire est quelque chose qui nous permet de survivre, qui nous permet d'exprimer ce que nous voulons, ce dont nous avons besoin. Ainsi, le groupe réagit immédiatement, car dans la mémoire cellulaire, le cerveau indique qu'il faut imiter pour réussir au sein du groupe, au sein de l'ensemble des individus, face aux prédateurs. Mais avec le temps, ce spasme, initialement une simple fonction de défense, est devenu quelque chose de très différent. Les spasmes, produits involontairement par le corps via le système respiratoire, provoquaient une réaction chimique dans le cerveau qui libérait non seulement de l'adrénaline, mais aussi de l'endorphine. C'est un mélange idéal pour produire du plaisir et de l'excitation. Ainsi, après le rire partagé pour faire fuir l'ennemi, tous se retrouvaient dans un état d'excitation, une sensation orgasmique. Les primates ont commencé à utiliser ce mécanisme pour le plaisir et cherchaient des moyens de provoquer le rire, généralement en jouant sur certaines sensations de danger. Comme quoi? Effrayer ou chatouiller. La base du rire, observer comment l'autre réagit. Le jeu, la moquerie, la poursuite, la provocation, qui perturbent le système nerveux face à ce qui ressemble à une attaque, produisaient une sensation de plaisir irrépressible, qui déclenche le besoin de crier pour se défendre, le rire. Je comprends maintenant pourquoi certaines personnes rient quand elles ont peur, ou regardent un film d'horreur, ou doivent prononcer un discours devant d'autres. Parfois le rire surgit dans des moments de honte, de pression, d'épuisement, de stress, de peur, comme une réaction involontaire. C'est parce que le corps cherche à se défendre. Chez les hominidés, le rire est passé d'un moyen de défense et d'alerte face à d'éventuels dangers pour les individus dispersés dans les branches des arbres à un outil d'interaction sociale qui renforçait les liens entre les individus, alors même jusqu'à faire partie de la conquête en vue de la reproduction. Les mâles se ridiculisaient pour faire rire les femelles et ainsi s'assurer la reproduction. C'est ainsi que naît le sens de l'humour, comme élément clé du romantisme, faire rire l'autre. Mais à mesure que le rire procurait du plaisir, il a cessé d'être uniquement une question de reproduction pour devenir une forme d'échange et de communication entre les individus. Cela a fait émerger une culture homosexuelle chez les primates, bien que pas seulement chez eux, mais aussi chez de nombreuses autres espèces de mammifères, comme les éléphants, les chevaux, les bovins, les chiens. Le rire est devenu synonyme d'amour. Mais l'humain a commencé à conditionner le rire, car il considérait comme un manque de respect. Montrer ses dents est un acte de guerre, de combat, depuis l'époque des primates, car en riant, on montrait les dents de devant, les canines et les incisives, qui dénotaient de l'agressivité. Attention, je peux mordre. Ainsi, dans les guerres, dans la colère, la rage, montrer ses dents en grimaçant était un signe d'attaque. Pour certaines traditions, faire cela était synonyme de combat, et par conséquent, montrer ses dents était un manque de respect. C'est pourquoi il préférait garder la bouche fermée. Et c'est ainsi que naît le sourire. Eh bien, pas exactement, mais c'est lié. Le sourire forcé est la répression d'une rage refoulée ou d'une émotion étouffée. Synonyme de honte de montrer qui je suis pleinement. En Europe, le rire a commencé à être mal vu lorsque le christianisme est devenu la religion officielle, car on considérait que la vie sur terre était un sacrifice et qu'il fallait la subir pour prouver que l'on méritait le royaume des cieux après la mort. Si le Sauveur a souffert pour tous, rire était un manque de respect envers sa souffrance. Rire en public, montrer ses dents riant, était un manque de respect et de bonne manière.
qui s'est répandu dans les cultures du continent européen et qui a été exporté dans le monde par la colonisation. Pourquoi le fait de montrer ses dents impliquerait-il de dévoiler ce que l'on est réellement? Parce que les dents sont le reflet physique de la mémoire de l'âme. Et les montrer, c'est se mettre à nu, comme dans un regard profond. Un être humain possède 32 dents et molaires au total, et chacune est une extension de son être. Elles sont une structure osseuse recouverte d'émail, l'un des matériaux les plus durs de la nature, et leur emplacement et leur position conservent l'enregistrement de toute l'histoire intérieure d'un individu. En haut se trouvent 16 dents et molaires, dont le reflet se trouve en bas de la bouche. En regardant une personne de face, la partie supérieure droite de la bouche te parlera du rôle du père dans la vie, de ta relation avec lui, de l'obéissance, de l'abandon, de la trahison, du clan, de l'exclusion et de l'objectif. La partie supérieure gauche commence par le rôle de la mère dans votre vie, votre relation avec elle, la soumission, le manque d'amour, la tromperie, la terre, l'alliance et les remords. Dans la partie inférieure droite, vous trouverez le combat, la protection, la coopération, la fraternité, la frustration, la société, la graine gestatrice et la pudeur. En bas, à gauche, tu trouveras la douceur, l'accueil, le service, le couple, le rejet, le foyer, le fruit et la pénitence. Donc, les problèmes de mes dents me parlent des problèmes de ma vie. Elles en sont le reflet. Elles sont aussi un bouclier. Le rire est un cri qui dit « C'est mon territoire, ma famille, c'est à moi, ne t'approche pas ». En montrant les dents pour dire qui tu es et ce qui t'appartient, la territorialité. Le sourire est celui qui murmure « C'est moi » et je m'ouvre pour te montrer qui je suis. Mais si je ne montre pas les dents, est-ce un faux sourire? Il y a 2 types de sourires dans ce cas. Le faux sourire est celui qui cherche à ne pas être exclu du groupe, à rester dans le clan, la meute, à ne pas être rejeté. Et l'autre, le naturel, est un spasme orgasmique de relations agréables, qui montre le bien-être et l'épanouissement de l'être. Le sourire est la voix de l'âme, c'est la façon dont l'esprit s'exprime. J'aime beaucoup ça, le voir ainsi, la voix de l'esprit et de l'âme. En silence, un sourire produit une reconnaissance. La réaction musculaire des nerfs du visage se contracte lorsqu'il y a intérieurement une impulsion nerveuse qui décrit un besoin orgasmique, d'exprimer la compréhension, d'affirmer ce qui résonne, ce qui te fait te sentir en sécurité. C'est le cerveau qui unifie la conscience de l'esprit et les sensations de l'âme, se manifestant sur le visage dans la sécurité du sourire. Lorsque tu souris naturellement, tu montres la satisfaction de la plénitude que l'âme et l'esprit ressentent en union avec ton corps. Et lorsque tu forces le sourire, tu envoies le message contraire. Lorsque tu forces le sourire, le cerveau interprète un signal de bien-être inévitable. C'est pourquoi il sécrète les hormones du plaisir et du bonheur, modifiant ainsi la perception de toute réalité que tu vis. Donc, sourire même si je ne suis pas heureux peut générer une réaction chimique qui me fait me sentir heureux? L'esprit a créé l'énergie dans son champ, et l'énergie a façonné l'âme dans son essence, ce qui a donné naissance au schéma qui a formé le corps. Lorsque l'esprit et l'âme s'unissent, ils se manifestent dans le sourire, mais s'ils ne trouvent pas l'unité et sont en conflit, il ne reste plus qu'à demander au corps de les unir. Et c'est pourquoi un sourire du corps aligne l'âme avec l'esprit, apportant de la clarté à tout le processus. La façon de trouver la cohérence de mon être, c'est en souriant. Le sourire est ta plus grande vérité manifestée. Si simple, si facile. Alors, si tu as un esprit libre, en quête de conscience, tu sais déjà quoi faire. Souris